comment moi, qui suis féministe, on est un couple, on est des trentenaires sympas, etc. Oui, alors... Et en fait, on est en train de reproduire un vieux modèle. Tais-toi, ta gueule. Titiou Lecoq est tout simplement la féministe la plus détestée du web en cette fin d'année 2018. La raison en incombe à sa dernière production vidéo, en effet, sur le site de l'Obs Vidéo que nous allons maintenant, comme tel un commentaire composé, nous allons la commenter. Donc, sur cette interview accordée à l'Obs, elle a recueilli excusez du peu, elle a recueilli l'hommage suprême, hein, c'est presque, j'allais dire la bifle, non, comment on dit, le cupcake, donc 99% des internautes se sont lâchés contre elle. C'est la seule vidéo que j'ai vue de ma vie sur YouTube à recueillir 99% d'avis négatifs. Qu'a-t-elle dit ou fait pour recueillir l'anathème? Et nous-mêmes, allons-nous sonner l'alali? Oui, j'avais envie de cette petite allitération en consonne, anathème alali. Elle affirme avoir volontairement omis d'emmener son fils aux urgences et celui-ci se serait crevé apparemment le tympan à la suite d'une otite qui se serait infectée. Alors, quelle est la chaîne des événements qui a bien pu arriver à cette extrémité? Mérite-t-elle le titre de féministe la plus détestée de l'année? Vous avez été nombreux sur les réseaux sociaux à me demander de commenter ce passage. Vous me l'avez demandé sur Facebook, Instagram et Twitter. Les liens sont ci-dessous pour ceux qui ne m'y suivraient pas encore. Et on va y aller juste après une petite page de pub. Le nerf de la guerre, ce ne sont pas les vidéos gratuites YouTube. Le nerf de la guerre se trouve dans mes séminaires. Mes séminaires sont, dans leur majorité, à télécharger au format audio et le meilleur moyen de se les procurer tout au long de l'année à tarif privilégié, c'est l'offre VIP. Raison pour laquelle séminaire audio VIP, le tripod, le syncrétisme de ces trois idées m'a fait penser au meilleur cadeau à vous faire, une paire d'oreillettes Bluetooth. Alors pas n'importe laquelle, parce que moi-même j'en cherchais un pour écouter des podcasts audio, j'en cherchais un modèle qui fonctionne. J'en ai essayé 5 marques, 4 modèles différents au sein de 5 marques. Merci la fonction Amazon permettant de renvoyer les modèles dont on n'est pas satisfait. Et je me suis arrêté sur celui-ci, le Zolo Liberty. Donc pour tout abonnement VIP pendant le mois de novembre 2018, vous recevrez pour écouter vos séminaires dans les meilleures conditions, une des meilleures paires d'oreillettes Bluetooth du marché, la même que j'utilise moi-même. Alors ça ne sera pas celle-ci, vous n'aurez pas des restes de mon cérumen hein, sur vos oreillettes, elles vous parviendront toutes neuves depuis chez Amazon. Pour, je disais, tous les abonnements, tous les nouveaux abonnements VIP ou les réabonnements éventuellement, faits avant le 30 novembre 2018. Le moment décisif dans ma libération ménagère, ça a été le jour où j'ai regardé mon salon. Il était exactement l'opposé des salons que je voyais sur Instagram. Et surtout, j'avais... Oui, alors, en fait, je me suis permis, je sais que vous détestez les contextualisations, c'est toujours le moment où les stats me disent que vous zappez sur les vidéos, mais vous avez tort, parce qu'en fait, si on décontextualise, on ne comprend plus rien. Donc, en faisant une mini-recherche sur Titiou Lecoq, ce qu'on trouve, c'est qu'en réalité, 99% du contenu de cette interview accordée à l'Obs, elle a dit exactement la même chose à Brut, à la chaîne YouTube Brut l'année précédente, et ça n'avait eu aucun écho, ça n'avait fait l'objet d'aucun commentaire, car en réalité le 1% qui diffère, hein, c'est un petit peu comme notre ADN qui diffère de celui du singe à 1%, et pourtant on en est quand même assez loin sur le plan du produit fini, et bien là, le 1% qui diffère, c'est le drame, enfin l'accident grave arrivé au gamin. Mais sa théorie de la comparaison incessante aux normes d'Instagram, elle l'a déjà exposé. Donc, première remarque, hein, puisque vous avez sollicité mon avis sur cette jeune femme, vous allez la voir. Première remarque, elle souffre
d'un mâle typiquement de sa génération et typiquement réseau social. Quand je dis de sa génération, c'est de la génération Z. Moi, je suis fin Y, elle est clairement Z. C'est une jeune trentenaire. C'est de la comparaison maladive à des fabrications visuelles des réseaux sociaux. Quand elle se compare à Instagram, elle oublie de préciser, car elle ne peut pas quand même être bête au point de l'ignorer, que les appartements Instagram sont des appartements témoins fabriqués et gérés par les marques qui les prêtent à des Instagrammeuses pour qu'elles y fassent des photos qui sexy, qui design d'intérieur, ce ne sont pas des lieux habités. Hein. C'est comme les maisons dans lesquelles les reporters viennent faire des reportages photos déco, comme par exemple Ideat ou ce type de magazine-là. Ce sont des maisons qui sont habitées une semaine à 2, voire un mois maximum par leurs propriétaires à l'année, et qui le reste du temps sont monétisées avec ce type de location. Donc ce sont des comparaisons évidemment éminemment frustrantes et qui entraînent ceux qui en sont les victimes dans un cercle vicieux d'autodépréciation, à l'instar des régimes. Hein. En se comparant à des corps retouchés sur Instagram, on vit dans l'insatisfaction permanente du sien. Et qui est la première victime de la comparaison incessante sur Instagram? C'est en général pas l'homme, c'est la femme. Donc commence par te remettre un petit peu en cause. Titu. Ceci étant dit, manifestement, elle compare beaucoup sa maison et pas beaucoup son physique. Parce que à 30 ans, le t-shirt Iron Maiden, le double collier de geekette ex-gothique, l'absence de maquillage et le cheveu gras remonté en chignon, on voit que, en tout cas, sur l'apprêtement, tu te compares pas beaucoup. Du conjoint et aussi de chaque enfant, les 2 enfants qui traînaient par terre. Et donc je me suis vue en train de me pencher pour ramasser au lieu d'aller travailler. Alors dis-nous ce que tu fais comme travail, cher Titu Lecoq, puisque tu es présenté en filigrane, en surimpression d'écran, tu es présenté comme auteur. Bon, moi des livres j'en ai écrit 3, j'en ai publié 2. Je te garantis que auteur, et pourtant j'ai pas été publié chez n'importe qui, j'étais chez Flammarion, chez Hachette, auteur, ça te laisse quand même beaucoup de temps libre dans la journée et tu gagnes pas grand chose, hein. Il faut le savoir, comme dit l'autre, un auteur ça gagne à peu près 1 € par livre en France, sachant qu'une bonne vente ça commence à 10-12 000, donc voilà, hein, si vous passez 1 an et demi à écrire un bouquin, vous êtes en dessous du SMIC, hein. Tu allais travailler à quoi? Car tout à l'heure je vais te demander tout aussi gentiment et cordialement, Titu, quand tu feras remarquer, quand tu rappelleras une énième fois ta thèse fétiche que ce sont les femmes qui font 2/3 des courses et des tâches ménagères, je te demanderai, mais qui rapporte 2/3 des calories, qui paye 2/3 du crédit sur le toit, qui finance les 2/3 de l'existence du ménage, hein. En général, c'est pas les femmes. Moi qui suis féministe, on est un couple, on est des trentenaires sympas, etc. Oui, alors... Et en fait, on est en train de reproduire un vieux modèle... Tais-toi, ta gueule. Oui, alors, moi qui suis féministe, c'est très bien, mais définis ce dont tu parles. Tu es quel type de féminisme? Est-ce que tu es d'un féminisme égalitariste? Est-ce que tu es d'un féminisme éthique? Un féminisme radical? Un féminisme d'élite? Un féminisme de combat? Un féminisme de masse? Un féminisme marxiste? D'abord, définis ce dont tu parles, et ensuite... explique-moi en quoi être trentenaire et sympa, plutôt dans l'ordre, en quoi être sympa vient inférer et se mettre en opposition, faire barrière au modèle traditionnel. On voit bien que dans ton esprit, l'informulé, c'est que trentenaire et sympa, ça veut dire progressiste, donc ça veut dire libertaire de gauche. Et donc c'est une irritation, presque comme une intolérance au gluten, hein. Tu es sans doute également intolérante au gluten, végane, etc. C'est comme une intolérance finalement au conservatisme d'un modèle traditionnel que tu ne définis pas non plus. Donc tu es féministe, mais en quoi et comment, et ça consiste à faire quoi à part parader sur les réseaux sociaux avec un t-shirt Iron Maiden, et le modèle traditionnel t'irrite en quoi? Traditionnel, où je suis une ménagère. Et qu'est-ce qu'il est, le modèle traditionnel? Dans le modèle traditionnel, ce n'est pas l'homme qui se prélasse et la femme qui fait le ménage. C'est que la femme fait l'administratif et l'homme fait la logistique. La logistique, c'est-à-dire l'étanchéité du toit, le fait que la voiture démarre le matin pour aller travailler, et en gros, tous les travaux de maintenance de l'habitation. On a tous des grands-parents qui ont une maison, qui vivaient à la campagne quelque part dans le cœur de la France, moi le premier. Et oui, je ne suis pas que guyanais, je suis auvergnat aussi. Et on se souvient des 2 qui travaillent à proportion équivalente.
Sauf que grand-père travaillait dehors à ce que la maison ne tombe pas en ruine, à ce que l'eau passe bien dans le moulin et compagnie, et la grand-mère travaillait plutôt à l'intérieur, et éventuellement les deux se partageaient la cueillette des légumes. Donc, encore une fois, le modèle traditionnel que tu nous décris, où l'homme paraisserait devant sa console de jeu, est une construction très très récente qui n'est pas le modèle traditionnel. Et me définir moi comme une ménagère, ça a été assez violent. Et en même temps, Donc, te définir comme une ménagère, c'est très violent. Par contre, ne définir aucun des concepts que tu tentes de manipuler depuis le début, ça ne te choque pas. Quelqu'un qui fait 2/3 des tâches ménagères est une ménagère. J'ai eu un moment où je pétais un plomb là-dessus, mais parce qu'évidemment, c'était un symbole de tout le reste, des chaussettes hors. Oui, alors les 2/3, pour moi, j'entends 2 divisé par 3, donc j'entends 66%. 66%, ça n'est que 16% de plus que 50. Donc, à premier titre, en premier lieu, ça ne me choque pas excessivement que la répartition des tâches ménagères se fasse à 66-34. On serait sur un 75-25, sur un 80-20 ou sur un 90-10, ça me choquerait. Sur un 66-34, ça ne me choque pas dans la mesure où elle ne nous livre pas l'inconnu qui est le nerf de la guerre, qui est combien monsieur apporte de calories par son activité professionnelle. Hein, à combien finance-t-il la vie du ménage au global, tout inclus. Hein. Si jamais c'est à au moins 66%, voire 70%, et à mon avis, si elle n'est qu'écrivain, c'est même à 80-90%, du coup, au constat, elle lui est toujours débitrice. Mais ça, évidemment, on ne le sait pas. Orpheline, de laver le linge, d'étendre le linge, de m'occuper des enfants, d'avoir l'école qui m'appelait, et une espèce de sursollicitation permanente que je m'infligeais aussi à moi-même, parce que j'en faisais plus que ce qu'on me demandait, évidemment. Oui, alors ça, ce sont les éternelles récriminations de celui qui se tue au travail en vertu des sacro-saintes tâches ménagères. La réalité, c'est que, oui, il y a sans doute une asymétrie, asymétrie qui en fait n'est pas tant la partition de l'humanité entre des femmes qui adoreraient ça et des hommes qui détesteraient, c'est une question de seuil de tolérance. La vie en commun, passer le stade de passion amoureuse, qui est en général un truc, un subterfuge que s'est inventé la vie comme être collectif, pour nous faire choisir un partenaire, l'inséminer et élever les enfants ensemble au moins suffisamment longtemps afin que ceux-ci volent de leurs propres ailes. Ça, c'est le subterfuge de la vie qui s'appelle l'amour, la passion, le désir, la passion amoureuse. La vie, passé ce stade-là, c'est, comme on le disait, de l'administratif et du logistique, et c'est aussi de l'exposition, ce que j'appelle dans mon jargon de séminaire, de l'enceinte close, ce qui s'appelle en sociologie la théorie de l'exposition. C'est-à-dire qu'on s'enferme dans une boîte close qui s'appelle une maison ou un appartement, qui va de 40 mètres carrés si on n'a pas les moyens, à 400 mètres carrés si on les a beaucoup, et on réalise des arrangements, hein, on trouve ensemble un modus operandi, où on s'évite un petit peu de temps en temps, où on se rejoint, où on essaie de partager un peu la salle de bain mais pas trop, où on dort ensemble pendant 10 ou 15 ans avant finalement de faire chambre à part, parce qu'il y en a toujours un qui ronfle plus fort que l'autre, et le plus grand dénominateur commun de tous les foyers du monde, c'est le désordre anthropique. Hein, l'entropie, c'est ce désordre qui va s'installer fatalement dès qu'on aura un tout petit peu dès qu'on s'accordera un petit peu de répit, et en plus qu'on aura des enfants, la maison va se remplir de désordre, car l'ordre, la propreté, l'équilibre, etc., hein, le feng shui, comme disent les Asiatiques, c'est un travail quotidien de tous les instants. La pente naturelle, la tendance que prend notre intérieur dès qu'on le délaisse un peu en s'accordant du répit, c'est le chaos anthropique. Le couple est contraint de cohabiter avec un tiers invisible qui est le chaos anthropique du ménage. Or, la pression, ce qu'elle appelle en bonne féministe, la charge mentale, et que moi je redéfinirais tout à l'heure comme confusion mentale, parce qu'elle est plus soumise à la confusion qu'à la charge, c'est qui a le seuil de tolérance au bordel le plus haut. Si dans un couple, il y en a un qui a un seuil de tolérance au bordel à 4 sur 10 et l'autre à 7 sur 10, dès que le bordel fait 1, 2, 3, 4, 5, le premier se met en alerte rouge et commence à récurer, alors que pour le second, on est 2 en dessous de son seuil. C'est comme ça qu'on présente les choses sérieusement, cher Titiou Lecoq, avec ton t-shirt Iron Maiden. Moi, j'ai focalisé sur les chaussettes, mais je pense à d'autres gens qui vont me focaliser sur
l'éponge qui n'a pas été rincée et essorée avant d'être posée. Donc ça dépend pour chacun comment on se focalise sur un détail. Oui, là, c'est de la paraphrase, donc là, c'est ce que je viens de dire en moins bien. Mais c'est quand même le signe qu'il y a, je pense, chez les jeunes mères, un problème de burn-out. Et sur le fait qu'il y a un décalage entre le discours général, les hommes et les femmes, on est tous égaux, la société française, et ce qu'on vit au quotidien. Oui, mais en fait, ce décalage général, ça s'appelle de la dissonance cognitive, et il n'est que dans ta tête. Parce que les gens de bonne foi ont tous remarqué que les hommes et les femmes ne sont pas égaux, ne serait-ce que du point de vue de leur centre d'intérêt et de ce à quoi ils se dépensent. Et en bossant là-dessus, du coup, je me suis rendu compte de plein de choses. La question, c'est alors savoir faire le ménage, mais a priori, maintenant, tout le monde sait servir d'un aspirateur. C'est la question de faire à temps. J'aime bien que ce soit fait assez vite, alors que mon conjoint va dire « ouais, ça peut être fait plus tard ». Toujours la même chose. Tu as un seuil de tolérance au chaos anthropique et au désordre inférieur à celui de ton homme. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un homme. Il y a des couples où c'est le contraire. On n'a pas le même rapport à la temporalité, on n'a pas les mêmes normes ménagères et on n'habite pas non plus l'espace de la maison de la même manière. Alors je pense que le fait d'accepter de s'engueuler sur les tâches ménagères a quelque chose de libérateur. Déjà, ça veut dire qu'on considère que c'est un vrai sujet qui mérite une engueulade. Oui, c'est une vraie injustice et une vraie inégalité, on va faire attention. C'est-à-dire que moi, je peux facilement être féministe sur Internet, dans la rue. C'est quoi être féministe sur Internet et dans la rue? C'est-à-dire, à part s'allier sur des pages Facebook semi-obscures, du semi-dark web, pour aller dénoncer des gens comme moi, vous faites quoi exactement? Être féministe dans la rue, tu fais quoi? Être féministe sur Internet, définis-nous le cœur de ton activité. Parce que si tu n'es pas capable de le faire, peut-être que ton mari également ne le voit pas. Et peut-être que cette soi-disant charge mentale que tu t'infliges, en réalité, dans sa productivité effective pour le couple, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il serait peut-être pas tout à fait d'accord, d'ailleurs, sur la répartition des 2 tiers, ton mec. Plein de choses, mais une fois la porte de la maison fermée, est-ce qu'on continue à vivre en accord avec ses principes? Et quand on est dans une histoire d'amour, eh ben les principes, très vite, on les oublie, on fait « ouais, c'est pas grave ». Je l'aime. L'amour de son conjoint et après l'amour des enfants, c'est vraiment des prétextes pour déroger à l'égalité. Et ça, c'est terrible. Et particulièrement sur les enfants, moi j'ai fait l'expérience de mon gamin malade que je voulais pas emmener chez le pédiatre parce que c'était tout le temps à moi de l'emmener chez le pédiatre. J'ai dit à son père, tu t'en charges. Il ne l'a pas fait. Oui, alors là, en fait, c'est la partie où je serais paradoxalement le moins en désaccord avec elle. Là où je persiste à être en désaccord, c'est que manifestement, ils se sont dispensés de quelque chose d'indispensable, qui est le contrat de couple. Le contrat de couple, c'est quand on décide de passer du stade de la passion amoureuse au stade de l'emménagement. À un moment, il faut profiter de cette phase où ça va encore bien et où on communique encore relativement facilement pour se dire qu'est-ce qui est du ressort de qui, dans quelle mesure et de quelle façon est-ce qu'on apporte sa pierre à l'édifice, et également que l'on passe un certain temps à définir, à qualifier tout ce qui semble évident a priori. Le partage de l'administratif et du logistique, ça paraît évident a priori, l'exemple montre que ça ne l'est pas. Définissons-le assez tôt quand ça va bien. Si on veut des enfants, définissons qui les emmènera chez le médecin, à l'école, à la crèche. Est-ce que c'est possible par rapport à nos emplois du temps respectifs? Et sinon, a-t-on les moyens de rémunérer une tierce personne pour le faire? Et je suggère d'ailleurs de la même façon, ce n'est pas le sujet du jour, nous y reviendrons, je suggère le même type de discussion, de contrat de couple par rapport à la fidélité. Hein. C'est-à-dire que la passion amoureuse, c'est la certitude d'une fidélité parfaite, sauf que quand l'amour passe, l'expérience se substitue à la certitude. Et en réalité, quand on regarde quelqu'un d'autre, il est d'autant plus difficile de l'admettre qu'on n'a jamais avant posé les bases du contrat de couple avec où s'arrête la fidélité, où s'arrête la monogamie, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est entre les deux, où est la zone grise, bon, pas le sujet du jour, mais voilà, donc Titu et son compagnon anonyme ont fait la même erreur que 98% des couples, qui est de ne s'interroger sur les bases du contrat que trop tard, que quand c'est déjà la merde et quand l'un se sent lésé. On ne discute les contrats que quand tout va encore bien et quand on ne s'est pas encore lésé mutuellement. Attends le
gamin a fini avec un tympan percé quand même, et la crèche qui m'a appelé pour dire ah, il est exclu. Oui, bon, alors ça, c'est manifestement ce qui lui a valu le titre de féministe la plus détestée d'Internet, c'est qu'elle a participé à un jeu de pouvoir malsain, c'est-à-dire à une négociation tardive, où l'enjeu était la santé de son enfant, et c'est finalement lui qui a été tristement puni, qui en a subi les conséquences. C'est ce qui a valu un réflexe comme ça, anthropologique, atavique, épidermique, au lecteur de cette vidéo, mais selon moi, le cœur n'est pas là. C'est-à-dire que c'est triste pour ce gamin qui a été l'objet, encore une fois, l'enjeu d'un conflit qui ne le concernait pas directement, mais ça n'empêche que le débat que maladroitement elle soulève me paraît néanmoins fondé. Donc, tristesse pour ce gamin dont on espère qu'il a récupéré toute son audition. Irritation, c'est vrai, je l'avoue, pour cette ère complètement immature et désinvolte avec lequel elle l'évoque, qui m'amène presque à douter de la véracité de ses propos. Moi, j'en suis pas convaincu à 100% qu'elle ait pu faire ça, mais fondamentalement, c'est un support à discussion qui, bien que tardif, me paraît très très pertinent. Etc. Ce que j'ai fait, c'est horrible, mais en même temps, c'était pas mon tour. Donc j'ai pas lâché, mais je pense que pour beaucoup de mères, il y a quand même l'idée, ouais, si je le fais pas et que mon gamin souffre, parce que moi en l'occurrence il souffrait, bah oui, mon rôle de mère, c'est d'agir. Mais je pense non, il faut pas... Résultat, maintenant, sur les visites chez le pédiatre, on est nickel. Tant que la maison restera un domaine féminin, il y a une ambivalence qui fait que les femmes n'arriveront pas à prendre complètement leur place dans le reste de la société. Si on est celle qui fait toutes les tâches ménagères à la maison, ou les 2 tiers, on est aussi celle qui ne sera pas écoutée en réunion de travail et celle qui n'osera pas dire « en fait, j'aimerais une promotion, je veux renégocier mon contrat ». La première solution, enfin qui n'est pas une solution, mais c'est la première étape, c'est prendre conscience des choses. Et pour oui, ça, alors non, c'est là que on switch de la charge mentale à la confusion mentale, cher Titiou Lecoq. Pour moi, c'est le contraire. C'est par la conséquence de votre sous-performance au travail que vous vous retrouvez à avoir plus de temps disponible et paradoxalement moins de stress au boulot. Si l'homme prend la liberté, parfois excessive certes, mais prend la liberté de se décharger un petit peu à la maison, c'est parce que c'est généralement sur lui que repose l'ensemble des responsabilités au travail et donc indirectement le crédit, hein, qui est ce qui asservit le salarié à l'entreprise. Hein. Quand on a le poids d'un crédit de 20 ou 25 ans sur les épaules et qu'on le porte majoritairement, eh bien, c'est nous qui tenons les poutres de la maison. Donc ce n'est pas parce que tu passes un petit peu trop l'aspirateur que tu n'oses pas demander une augmentation, c'est parce que tu n'as pas osé demander une augmentation, parce que F négocie moins bien et prend moins l'aspect rétribution de son travail de front et le prend plus de biais par toujours des circonvolutions un petit peu compliquées, parce qu'elle n'ose pas taper du poing sur la table au travail, qu'elle se retrouve avec moins de responsabilités financières, plus de temps, et donc que ce temps, elle a tendance à plus l'accorder aux tâches ménagères. C'est le contraire, cher Titiou. Je pense qu'il y a des applications sur Internet, sur les téléphones qui existent pour mesurer son temps de travail et tout. Il faut mesurer son temps de travail ménager. Oui, alors là, ça paraît un petit peu grotesque de recourir à une application sur son iPad pour mesurer le temps de travail ménager, parce que ça s'appelle simplement, si tu n'étais pas une putain de millennials génération Z, ce que tu décris, ça s'appelle un chronomètre, hein, idiote. Un chronomètre, ça existe depuis un certain temps, et ça permet de compter le temps qui passe. Puis sinon, si tu sais faire des soustractions, tu as aussi ta montre pour compter le temps. Donc derrière, toujours un panel d'idioties superficielles, il y a finalement des réflexions pas si bêtes, notamment le fait qu'on ne négocie dans le couple qu'en objectivant, c'est-à-dire en réussissant à se décentrer. Et quand on comprend bien les choses, celle qui a plus besoin de se décentrer, c'est généralement la femme. C'est F qui a plus de difficultés à objectiver que H. Et la preuve en est que c'est F qui réécrit le plus les histoires d'amour quand elles sont terminées, en omettant, hein, encore une fois, les éléments chiffrés et factuels. Donc oui, il faut objectiver
l'apport calorique de chacun. Non, c'est pas les hommes qui en ont le plus besoin, c'est généralement les femmes. Et tu n'as pas besoin de ton putain d'iPad ou d'iPod de millennials et d'Instagram pour le faire. Tu n'as qu'à apprendre à lire l'heure. Parce qu'on en fait beaucoup plus qu'on ne s'en rend compte. Les hommes ont l'impression d'en faire plus qu'ils n'en font et les femmes ont l'impression d'en faire moins qu'elles n'en font. Oui, mais ça, c'est un proverbe de grand-mère, Titiou, qui veut rien dire et tout dire. J'entendais déjà dire ma grand-mère, il y a 30 ans, ma grand-mère me disait « Tu n'es jamais... tu es mieux... tu es mieux que ce qu'on dit de toi quand on te critique et tu n'es pas assez bien, que tu n'es pas aussi bon que les louanges que l'on fait de toi. » Donc là, manifestement, encore une fois, confusion mentale entre la prophétie autoréalisatrice, les proverbes de grand-mère. Et comment on peut rééquilibrer les choses. Et il faut aussi apprendre à se faire confiance. Il faut que souvent la femme... Donc là, on passe dans du développement personnel à la femme actuelle. Il faut apprendre à se faire confiance. Ne fais pas confiance à l'homme parce que ce ne sera pas bien fait, etc. Il faut accepter que ce ne sera pas fait comme elle l'aurait fait. Mais ça n'a rien à voir avec la confiance. C'est encore une fois une question de seuil de tolérance. Ce n'est pas que l'homme ne sait pas faire le ménage, c'est qu'ayant un seuil de tolérance à l'entropie du désordre beaucoup plus élevé, il va s'arrêter plus tôt, car quand ça sera fait approximativement, cela lui suffira, car ses préoccupations sont extra foyer conjugal. Les préoccupations de la femme, le polygone de sustentation mentale autour duquel elle évolue étant plus rapproché du foyer, elle fera plus attention, plus centrée sur le foyer, pardon, elle fera plus attention aux coussins dérangés ou à ce qui peut traîner. C'est une question de désintérêt et de seuil de tolérance. Ça fait 3 fois que je te le dis, Titiou, écoute un petit peu, tu apprendrais des choses. Donc il faut négocier ensemble ce qu'on accepte. Voilà, il faut négocier ensemble. Tu vois qu'on est d'accord, tu aurais lu mes 2 livres, hein, L'homme idéal chez Flammarion et Êtes-vous fait l'un pour l'autre chez M6, tu l'aurais su et deviné et ton gamin n'aurait pas le tympan percé. Donc tu devrais m'écouter un petit peu plus, Titiou, et apprendre à t'habiller également et te laver les cheveux. Il faut éduquer différemment les enfants, mais en l'occurrence les petits garçons. Mais ça c'est compliqué parce que moi j'essaye de les rendre sensibles à ces questions-là. Ils savent que c'est un sujet important, mais en fait je ne suis pas leur modèle. Et ça j'ai mis du temps à comprendre. Ils ne s'identifient pas à leur mère, ils s'identifient à... Mais comment tu veux t'identifier à une mère qui n'est pas coiffée, pas maquillée, qui se tient toute tordue, qui n'a aucune posture, aucune grâce, qui met des colliers de post-adolescente et un t-shirt Iron Maiden noir. Moi-même, j'aurais cette mère-là, j'aurais pas envie de m'identifier, donc je m'identifierais au père. Leur père. Et du coup... Pour être admiré, il faut être admirable. Et pour être aimé, il faut être aimable, si Titiou. moi je leur dis qu'il faut ranger, que c'est important, et ben c'est toujours une femme qui parle de rangement. Donc ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut, c'est qu'ils voient leur père, figure masculine, à 4 pattes en train de nettoyer le sol. Oui, non, alors là, tu vas te calmer, Titiou. Les pères n'ont rien à gagner du côté admiration de leur gosse à se foutre à 4 pattes. C'est même le contraire. C'est-à-dire que là, tu nous proposes une injonction contradictoire qui consisterait à nous rapprocher de nos enfants, en nous abaissant à leur niveau, à la fois abstraitement et physiquement. Non, la réalité, c'est que c'est à l'enfant d'admirer suffisamment la vie de son père pour avoir envie de grandir et de se mettre à son niveau. L'enfant n'a aucun intérêt pour les tâches ménagères, et c'est logique. Je n'avais aucun intérêt pour ranger ma chambre à 12 ans, et un garçon de 12, 14 ans qui aurait la passion du rangement, sincèrement, ça m'inquiéterait plus que ça. Donc ne va pas chercher du réconfort du côté de tes enfants, ce n'est pas leur boulot de faire ton ménage. Interroge-toi sur la partition et la répartition du contrat que tu n'as pas su négocier en son temps, renégocie au besoin, je ne sais pas, va prendre un vrai travail, bosse un peu plus, paye-toi une femme de ménage, ou un homme, hein, parce que qui vous permet d'affirmer, bon bref, mais laisse les enfants tranquilles, et on ne se mettra pas à 4 pattes, cher Titiou. Toi, bon, si tu as envie de t'y mettre dans certains moments privilégiés, bon, libre à toi. Mais enfin, moi, non. Un truc ménager. Et ça passe par là. Et je trouve ça très excitant, en fait, pour les pères de se dire on a une vraie responsabilité de... Non, tu trouves n'importe quoi. Les pères ne sont pas excités à l'idée de se mettre à 4 pattes ou à genoux. Et tu ne seras pas non plus du tout toi-même excité à l'idée que ton compagnon, que le père de tes enfants... soit à 4 pattes quand tu rentres le soir. Il faut arrêter de nous dire n'importe quoi. Hein. C'est pas parce que tu as eu raison involontairement une fois ou deux sur 4 minutes 46 qu'il faut t'enflammer. Là, tu t'enflammes, redescends sur terre. Modèle, quoi. Titiou Lecoq, auteur de Libéré, est-elle la pire féministe du moment? Mérite-t-elle
sont 99% d'opinions négatives, eh bien je serais curieux d'entendre la vôtre d'opinion. Donc dans le coin supérieur droit de votre écran, vous avez un petit sondage et dites-moi, voyons si nous arrivons à 99% de haine contre elle.